Une petite blague pour démarrer, Jean-Mi? J'étais avec Léon Détailleur à la Nationale d'élevage et on discutait de standards de compétition, etc. Et Léon Détailleur me dit, jadis, Jacques Pau, propriétaire de Cachat du Moucronnet, voulait faire des expositions pour savoir si son chien avait un type excellent, etc. Donc Cachat était un très beau chien, hein. C'était un flap, il était puissant certes, mais c'était un très beau chien. Et Léon lui avait dit ça, et lui avait dit oui, ce que je viens de vous dire, Cachat est très beau, mais le problème c'est qu'il est très puissant, et en expo il faut tel type de chien, etc. Donc évidemment, euh, Monsieur Poix fait des expos, c'est ce qu'on lui a dit, donc que son chien était bien typé, mais un peu trop puissant, donc il a eu une bonne note, mais il n'a pas eu de titre d'étalon sélectionné ou quelque chose comme ça. Donc on parlait de ça et il y a un monsieur qui passe à côté de nous et qui dit à Léon Détailleur, mais vous monsieur Détailleur, qu'est-ce que vous y connaissez en beau chien? Et Léon lui a répondu, certes je n'y connais pas grand chose en beau chien, mais en laid chien je m'y connais. Ça c'était rigolo. Bonjour à tous. On se retrouve pour le troisième volet de notre grand dossier exclusif sur l'élevage de Malinois, cadeau de remerciement pour toute notre communauté cynophile à l'occasion du passage aux 10 000 abonnés de la chaîne. Avec en guest star, mon ami et maître Jean-Michel Védrenne, qui nous fait l'honneur de nous partager ses connaissances sur le Malinois. Pour les passionnés de la race que nous sommes, c'est un cadeau inestimable car bien souvent, le savoir que nous dispense Jean-Mi ne se trouve dans aucun livre ou c'est tout simplement oublié avec le temps. Je vous ai mis en description les liens vers ces différents supports pour voir ces publications. N'hésitez pas à y aller, c'est très riche en informations et très instructif. Alors pour cette troisième vidéo, on va essayer de ne pas déclencher ou raviver une guerre éternelle entre travail et beauté. Car dans la question qui nous a été posée par notre abonné Africanine, faut-il faire des expos avec un chien de travail? C'est une très bonne question et surtout un sujet brûlant. Depuis plusieurs années s'opposent les pro-travail et les pro-beauté, au point d'ailleurs d'avoir des types totalement différents. Pour cela, je préfère mettre à l'honneur l'exposé de Jean-Michel qui est d'une très grande richesse, j'insiste là-dessus, et ne pas alourdir la vidéo avec mon point de vue. Je vais juste préciser rapidement pour les personnes qui suivent notre élevage, l'élevage des deux sabres, à propos de cette question. À mes yeux, tout excès est nuisible à une sélection harmonieuse. De la même façon que je recherche une polyvalence dans le travail et suis contre les hypertypes et certaines aberrations que je peux voir en voulant se spécialiser dans certains sports, je pense qu'il faut rester autant que possible dans le standard d'un point de vue morphologique. Bien entendu, en tant qu'éleveur de malinois de travail, ce sont à mes yeux les aptitudes et les qualités qui priment, mais j'aime que mes chiens aient une silhouette de berger beige et qu'ils soient harmonieux. Le standard n'est pas qu'une question morphologique. Il faut le voir comme un tout, comme un ensemble qui englobe aussi le caractère et les aptitudes physiques et psychologiques. Je ne suis pas un fan des expos, il est vrai, et en toute franchise, je m'assure que mes chiens soient confirmables n'importe où. Mais je ne m'engage pas spécialement dans les expositions. Voilà. Maintenant, place à Jean-Michel Védrenne avec son développement très détaillé. Bon visionnage! Est-il important de faire des expositions canines avec un chien de travail? Alors ça c'est une bonne question. Oui, je pense qu'il est important et je vais essayer de vous développer pourquoi. Alors comme je l'ai expliqué dans le petit vidéoclip que j'ai transmis à Fabrice, lorsque j'étais enfant, la première fois que j'ai connu les expositions canines, c'était grâce à mon père dans les Épagnols bretons. On avait été faire une exposition, je me rappelle, une des premières que j'ai vues, c'était à Vincennes. Une spéciale épagnol breton, un peu comme notre national d'élevage du berger belge, mais qu'avec des épagnols bretons. C'était assez rigolo. Il y avait des épagnols qui venaient d'Italie, il y avait des épagnols qui venaient d'Espagne, il y avait des épagnols français, bien sûr. Et à cette époque, j'ai vu des épagnols bretons magnifiques, hein. Élevage de Saint-Huguen, de Caron, etc. Vraiment des chiens aussi bons sur le terrain
que bon en exposition canine. Et à cette époque, c'est pour ça que dans le petit vidéoclip, la personne qui s'occupait de l'épingle breton était monsieur Gaston Pouchin. Alors monsieur Gaston Pouchin, c'est quelqu'un qui a été très influent dans la cynophilie en général. Il faut savoir qu'il a été président du club du berger belge avant que le CFCBB se crée en 1956. Lui, il avait déjà un pied dans le berger belge. Il a été président de la Société Centrale Canine. C'était un homme très disponible. C'est d'ailleurs grâce à lui, c'est lui qui a entériné les attaques à 30 points. Il y a beaucoup de choses. On pourrait parler de Gaston Pouchin pendant des heures parce que ça a vraiment été quelqu'un de très très important dans la cynophilie, que ce soit au niveau de l'épingle breton, du berger belge, mais de la cynophilie en général. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais joindre parce que des fois on oublie comme ça des personnalités qui ont été vraiment marquantes. Mais j'y reviendrai un jour si vous voulez bien. Donc on reparle donc de ces fameuses expositions canines. Alors voilà. Il faut en faire quelques-unes pour savoir, si vous voulez, où on en est dans notre élevage. Voilà, tout simplement. Il faut pas en faire pour avoir des prix, même si de temps en temps vous pouvez en obtenir. Moi, j'en ai eu quelques-uns. J'avais ma première femelle, Cathy Delomutin, était d'un type excellent. Elle a eu des réserves. Je crois même qu'elle a fait 1 ou 2 CAC. Il faudra que je vérifie, mais c'est fort possible dans des expositions de campagne, hein, pas dans des expositions nationales à Paris, etc. Mais elle avait un très bon type. Et ça, c'est toujours bien de le savoir. Pourquoi ? Parce que si un jour vous voulez intégrer un atypique dans votre lignée, ça peut arriver. Hein, ça a été le cas de Djellaba, par exemple. Il a été intégré dans diverses origines. Et c'était un chien harmonieux, mais il était quand même assez atypique. Donc il vaut mieux l'intégrer dans des lignées fiables où on sait, où on va atténuer un peu ce côté atypique tout en préservant et en gardant le caractère du chien. C'est quand même le but d'employer un atypique. Voilà, alors ça c'est déjà une bonne raison. Donc j'avais noté que la première est de travailler en accord avec les principes de la race. Hein. Ça aussi c'est très très important parce que il faut bien définir, si vous voulez, ce qu'est un standard. Alors pour bien comprendre la définition du mot standard, il faut faire un peu d'histoire et savoir comment tout ça s'est mis en place. En fait, lorsque les premières variétés de berger belge ont été authentifiées, il a fallu ensuite définir exactement les proportions, si vous voulez, anatomiques et physiques des variétés. Parce qu'en fait, le berger belge, c'est le même chien. Un poil court, un poil frisé, 2 poils longs. Voilà. Alors comment les précurseurs, les premiers cynologues ont fait ? En fait, ils ont mis une cotation par base de points, et 50 points en fait, sur l'aspect visuel du chien. Donc par exemple, je vais vous donner quelques indications. Une belle tête, c'est-à-dire un crâne, chanfrein, oreille, etc. recevait 9 points. De beaux aplomb, il recevait 8 points. Si c'était un sujet harmonieux général, il recevait 10 points, etc. Donc par rapport à ça, il se basait sur la construction du chien, mais attention, cette construction devait servir à quelque chose. Il n'était pas question de dire voilà, le chien il est beau, mais il sert à rien. Cette construction était basée sur ce que le chien faisait ou allait faire dans sa vie et dans son groupe. Quel cas, un chien de berger et de garde pour le berger belge. Donc ça c'est très important de savoir comment cette grille et cette cotation s'est mise en place parce que il faut savoir que les bases, par exemple du ring kenneliste, c'est-à-dire l'ancêtre du ring français, ont été mises également comme ça. C'est-à-dire qu'on a mis tant de points pour une marche au pied, tant de points pour un saut, tant de points, etc. Donc tout a été construit comme ça. Donc c'est quand même quelque chose d'important de savoir pour comprendre pourquoi il est aussi important plus tard de faire des expositions canines. Cette première analyse historique est importante parce qu'une fois qu'on a compris ça, on arrive mieux à définir pourquoi
il y a eu une amélioration de décennie en décennie. Alors par exemple, les fameux chiens dont je parlais tout à l'heure, qui n'avaient pas spécialement un entraînement de conditions physiques, qui vivaient dans les pavillons, dehors, etc. C'était des chiens qui couraient beaucoup toute la journée parce qu'ils voyaient passer des gens ou des voitures, donc ils couraient, ils aboyaient, etc. Donc ils se faisaient une condition physique presque tout seuls. Donc des fois ils étaient vraiment très costauds parce qu'ils couraient toute la journée. Donc ils avaient un coffre incroyable. Ils avaient donc, on parlait de la respiration tout à l'heure, c'était des chiens qui avaient énormément d'air et respiraient beaucoup. Donc sur le terrain ça se ressentait, ils étaient infatigables. Vous prenez par exemple les chiens de berger, c'est pareil dans le milieu naturel, c'est un chien qui doit avoir une grosse condition physique parce que accompagner des troupeaux comme ça, c'est pas évident. Par exemple le berger belge, son anatomie au départ était vérifiable par rapport à ce qu'il faisait dans la vie. Vous prenez par exemple le fouet, ce que l'on appelle aujourd'hui communément la queue. Le fouet lui servait de gouvernail, donc il se régulait par rapport à des grands trajets avec ce fouet. On voit souvent aujourd'hui encore des chiens qui pratiquent des sports de course en vélo. On les voit comme ça quand ils sont au trot, vraiment bouger la queue de cette façon. Donc vous voyez, ça c'est très très important, c'est pour ça que le berger belge a un fouet long. Et non pas tous les chiens qui ont eu des fouets courts ou qui naissaient à Nour, etc., ont été très vite éliminés pour conserver ce fouet. Alors, idem pour le port des oreilles. Hein, le chien, un malinois, possède un spectre large d'écoute. Ses oreilles sont très très bien positionnées et si vous voulez, il arrive à tourner les pavillons, à écouter tout ce qui se passe. Un malinois, il vous a déjà repéré avant même que vous pensez le surprendre. Lui, il sait déjà que vous êtes là, non seulement par ses qualités olfactives, mais aussi par ses qualités d'écoute. Donc on s'aperçoit que le port d'oreille droite a été très très important, la symétrie des yeux aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Le standard n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ensuite, au niveau purement physique, si on est trop loin du standard, par exemple avec des chiens lourds, ou alors vraiment trop grands, par exemple, hein, c'est pas très grave si le chien en lui-même conserve une dynamique. S'il est lourd mais qu'il se déplace, s'il est très musclé et qu'il se déplace vite, c'est pas grave. Ce qui est ennuyeux, c'est que si vous mettez ce type de chien-là sur une femelle lourde, qui va retransmettre des sujets lourds que vous allez remettre sur des sujets lourds, à la longue, le dynamisme va s'enlever. C'est sûr. Donc il faut faire très très attention parce que vous voyez, ce que j'avais noté sur l'ultra-dynamisme au départ, il a fallu faire très attention à ça parce que les malinois étaient très vifs. Et l'ultra-dynamisme comme l'hyper-dynamisme, c'est compliqué à gérer. Donc il faut un dynamisme contrôlable. Pour ça, il y avait aussi des exercices. Par exemple, dans tous les débuts, avant les fameux sauts de palissade, etc., beaucoup de dresseurs faisaient grimper leurs chiens à des échelles. Donc là, on ne peut pas grimper à 100 à l'heure. On est obligé d'être très minutieux et de faire très attention, presque monter barreau par barreau. Ce que faisait la première femelle qui avait gagné à Anvers, Cora. Donc ça, c'est très important parce que ça rentre aussi dans le standard. C'est-à-dire que le standard n'est pas que visuel, il est aussi adaptable en tout point. Si vous prenez un élevage qui ne sélectionne que ses chiens sur le type, au bout d'un moment, il va avoir des chiens avec un très beau type, mais le très beau type remis sur le très beau type, un jour il va être dans l'hypertype. Il ne va plus être dans le type souhaité. Or, le véritable type d'un malinois, il appartient aux anciens malinois. Aujourd'hui, on se rapproche de certains chiens, de très beaux chiens qu'on avait jadis, mais le vrai type appartient aux anciens. Donc on essaye de le contenir. Ce standard nous permet de vérifier et les aptitudes donc liées au physique du chien, qui normalement doivent être liées à sa performance dans le milieu du travail,
Et en fait, tout ça est lié. C'est comme la polyvalence que je vous expliquais tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, et je vais vous rajouter un point sur la polyvalence, par exemple, pour que vous compreniez bien, dans les années 70 et 80, le champion de France en ring avait son carton d'invitation à la finale campagne. Il était sélectionné d'office. Donc vous comprenez bien que il fallait travailler sur tout point pour être sélectionné d'office. Voilà. Donc pour résumer tout ça, on part d'un standard classique, une polyvalence efficace, et pour bien comprendre ça, je vais vous lire un passage deux, trois courts passages d'un livre que j'aime beaucoup, qui est l'historique du berger belge, écrit par monsieur Van Keulenbroek. Alors il faut savoir que monsieur Van der Snick, qui a été un des premiers à travailler sur un programme d'utilisation, qui a été un précurseur dans le berger belge, il parlait des Lakénois de monsieur Janssen. Il disait que la variété des bergers roux à poil dur est mordante à l'excès. Cet excès est une qualité, car le chien de berger est recherché comme gardien ou gardeur de moutons, et comme compagnon. Lui, il parlait de compagnon efficace. Ensuite, Louis Wijbert, qui est le parrain du Malinois, il rajoutait qu'un vrai chien de berger belge doit posséder 3 qualités: l'intelligence, l'obéissance et la fidélité. Donc plus tard, il sera rajouté la détermination et la vaillance dans un adage simple, qui est toujours aujourd'hui en valeur chez le berger belge, c'est sage et hardi. Sage avec sa famille et hardi envers les étrangers. Voilà, donc comme vous le notez, le standard englobe une multitude de références. Voilà pourquoi il faut connaître un maximum de choses pour élever correctement des Malinois. Donc voilà, dans l'historique du berger. Donc voilà, j'ai retrouvé mon livre et j'ai changé de place parce que on passe d'un soleil intense à une nuit noire. Mais ça, ne vous inquiétez pas, c'est le climat berrichon. Moi, je suis au fin fond du Berry, donc vous passez la rivière, vous êtes en Creuse. Après, il y a l'Ukraine et après, il y a le Mordor. Donc il faut être habitué. C'est une histoire de climat. Donc trêve de plaisanterie, je vais vous lire le fameux passage pour vous donner quelques idées de la logique de base sur les standards. Donc voilà ce que disait monsieur Van der Snick. Tout chien de berger, s'il veut faire honneur à sa race, doit compter dans son pédigré au moins 2 ancêtres au 2e degré, au plus loin, s'étant distingué aux épreuves de travail pratiques. Si cette condition n'est pas suivie, la race doit dégénérer fatalement. Donc vous voyez, déjà à l'époque, tout est lié. On parlait bien sûr de l'aspect physique du chien, mais également de son caractère. Ensuite, il y a eu un autre rapport un peu plus loin qui parlait de la chienne de monsieur Wijbert, Tom. Alors, chaque fois qu'il nous a été donné de voir cette chienne, elle s'est imposée à notre attention par ses formes impeccables et sa tête en tout point remarquable. Des oreilles d'acier portées légèrement en avant, des yeux ronds d'un noir ébène, pétillants d'intelligence et qui gagnent encore en expression par la couleur de sa robe. Ce n'est toutefois pas sur un banc d'exposition que l'on peut juger cette chienne aux allures vives et nerveuses. Il faut la voir dans les champs, à la promenade, tournant autour de son maître, toujours attentive. Voilà un peu comment les chiens étaient perçus à l'époque. Donc ensuite, il s'est avéré que les expositions canines ont eu beaucoup de succès. Il a fallu donc faire attention à bien discerner les gens qui restaient dans un concept de bons chiens et beaux chiens dans le travail, et ceux qui voulaient plutôt avoir des beaux chiens. Alors pourquoi ne pas sélectionner que sur un aspect physique? En fait, il y avait des raisons à cela. Alors, par exemple, une des raisons, c'est que imaginez un chien magnifique mais instable en société, ou pire, un chien de berger n'étant pas à l'aise face à un mouton. Ce genre de problème aurait vraiment créé un malaise à l'époque. Cependant, je ne vous cache pas, et je tiens ça de nos grands anciens, qu'il y avait des échanges plutôt musclés. Moi, j'ai connu ça étant jeune. C'était problématique parce que, encore nous, dans le poil court, on n'a pas trop subi ce genre de choses. Mais dans le poil long, il a fallu faire des vérifications. C'était pas toujours très compris tout ça. Donc, on revient sur l'historique avec
comment dire, une petite chose qui a son intérêt, c'est que le chien de berger et de garde est totalement entré dans la cité. Avant, c'était quand même un chien qui restait soit dans les campagnes, ou alors il rentrait dans la cité, mais comme chien de garde effectif. On appelait ça alors à l'époque des chiens de cour. Voilà, donc là on parle bien de chiens citadins qui vivent en osmose avec les humains. Donc petit à petit, un fossé s'est creusé entre les gens qui voulaient vraiment faire du travail pur et des gens qui voulaient faire des expositions. Il y avait donc deux clans d'amateurs. Hein. Alors pour ça, le club français du chien de berger belge a une idée géniale. C'est de créer des classes travail. Comme ça, l'éleveur, le dresseur qui avait un chien exclusivement travail pouvait aller faire identifier son chien quand même dans une exposition canine. Parce que il faut bien se rappeler qu'à l'époque, je parlerai même pas des poils longs, là c'était quasiment impossible, mais dans les poils courts, on avait encore des flaps, des Rusky Flaps qui étaient des très beaux chiens. Donc la confirmation, ça allait. Après, quand on a commencé à intégrer divers courants de sang, ou même quand on était sur les anciens sangs de Léon Détailleur, élevage du Moucronnet, sur ce type de chien-là, ou les vents de Molenbeek et tout ça, c'était des chiens quand même beaucoup plus massifs, beaucoup plus costauds, donc c'était difficile de les juger réellement pour ce qu'ils étaient et non pas pour ce que le juge voyait. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc ces histoires de classe travail, ça a été très très bien parce que les gens ont pu amener leurs chiens en classe travail. De plus, dans les certaines castes d'éleveurs et surtout des éleveurs qui étaient vraiment inspirés que par l'exposition canine, ces gens-là pensaient que leurs chiens étaient aussi bons que les chiens de travail. Moi je l'ai entendu ça quand j'étais jeune, hein. Et il a fallu prouver que non, un chien de travail était fonctionnel sur un terrain et qu'un chien de ligne exposition ne pouvait pas faire ce que faisait un chien de travail, surtout à l'époque avec le programme de ring qu'on avait qui était quand même très difficile. Donc on avait ce standard qui était plus un standard adaptable au travail qu'un standard comme on devait juger le chien, si vous voulez, sur une grille d'exposition pure. Donc là, on était quand même sur deux choses différentes. Après, ça c'est encore compliqué. Je me rappelle d'une anecdote à cette époque-là. Le docteur Schaffner nous avait dit vous devriez vous intéresser aux chiens les plus, les plus harmonieux, les plus typés. Lui, il avait Ostéo de la Croix-Barbe, qui était un chien qui avait fait une finale de ring, qui était un excellent chien de travail, mais qui était aussi excellent en exposition. Et lui, il avait eu des prix et tout ça. Donc voilà, il disait pas ça parce que c'était son chien. Mais l'idée était très bonne. Après, il a bien fallu trouver d'autres courants de sang, mélanger un petit peu tout ça pour créer la polyvalence que je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est parti un petit peu dans tous les sens. Mais force est de reconnaître que nous avons toujours eu des chiens, je parle d'élevage sérieux, hein, des gens qui faisaient attention, avec des types corrects, hein, c'était pas non plus des monstres. Donc suite à cela, la sélection c'est fracturé, mais en fait quand on y repense, pas tant que ça. Il y avait par exemple des gros apports belges ou des gros apports hollandais qui évidemment n'étaient plus liés aux standards que nous Français on souhaitait pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils n'avaient pas de confirmation. Donc lorsqu'on n'a pas de confirmation, c'est quand même difficile de bien échelonner, de bien étalonner un chien sur un visuel. Donc c'était à nous de faire attention justement de ne pas trop passer de l'autre côté de la barrière. Donc, pour pouvoir coordonner tout ça, le club du berger belge avait eu une bonne idée. C'était d'étudier, quoi qu'il en soit, un chien en ring 3. Voilà, lorsqu'on arrivait en haut niveau, le chien avait eu ce mérite et on l'analysait sur ses compétences. Et ça, c'était très intéressant parce que ça nous a permis d'avoir justement des étalons qui n'auraient été certainement pas confirmés et qui n'auraient pas pu être intégrés dans le cursus d'une génétique pour pouvoir travailler plus tard.
Donc voilà, ça c'est à mettre au crédit du club de Reims qui avait fait cet effort à cette époque et qui est toujours dans cette politique. Alors, de nombreux éleveurs avaient pris acte de tous ces protocoles pour pouvoir travailler en toute sérénité. Et ils avaient chacun donc leur approche pour élever le plus soigneusement possible. Donc il y avait cette lecture de standard. Par exemple, moi quand j'avais une portée, j'analysais mes chiots. Si je gardais une femelle sur cette portée, je faisais quelque chose de très simple. Je l'entraînais jusqu'à l'âge adulte. Ensuite, une fois adulte, je lui faisais passer ses radios de dysplasie. Si les radios étaient AA, je l'avais entraîné, soit je lui faisais passer son brevet national, soit je la faisais confirmer. Si elle était un petit peu légère en type, je lui faisais passer son brevet national, comme ça j'arrivais en classe travail. J'avais quand même un billet qui me permettait de prouver que la chienne avait une valeur intrinsèque. Et puis, si elle était bien typée, j'allais en confirmation directe et puis je passais le brevet plus tard, ou je passais mon brevet et puis je faisais un échelon 1 dans la foulée, parce que mes femelles travaillaient pratiquement toutes. Donc ça, c'était très intéressant. Donc voilà pourquoi il est important de faire de temps en temps une exposition canine pour savoir où on en est. Alors attention, il faut bien choisir son juge, un juge qualifié berger belge, pour prendre note de ce qu'il va vous expliquer, et ensuite corriger les petits défauts standards. Mais bon, en général, je vois aujourd'hui, puisque tous les dimanches à la Nationale d'élevage, on s'occupe des classes travail avec notre présidente Madame Varlet et Mario Pessel, on voit quand même de plus en plus de chiens avec des types corrects. Les chiens qu'on avait dans les années 80, qui étaient un peu hors normes, on en voit de moins en moins. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Et puis après, une fois qu'on est lancé sur une comment vous expliquer ça, sur une étude de type, et qu'on a trouvé le type qui nous intéressait, et voilà, on continue et on se lance dans l'élevage. Voilà les amis, nous en avons terminé avec ce petit retour historique, mais je pense que c'est une bonne chose de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et si vous voulez, ce qu'il faudrait rajouter aussi au niveau du berger belge, c'est que les grandes lignées ont été très intéressantes après 1950-60. Ça déjà, c'est important aussi de le savoir pour bien définir les types. Et aussi, on est obligé d'associer une grande personnalité du berger belge, c'est monsieur François Vazel. Parce que si tout à l'heure j'ai parlé de Gaston Pouchin de façon très, très élogieuse, il faut savoir que sans monsieur François Vazel, nous n'aurions pas non plus... nous n'aurions pas pu obtenir autant de bons résultats. Cet homme a été une bénédiction pour le berger belge, lui-même juge de travail, juge en exposition, compétiteur, un homme exceptionnel. Voilà, donc j'espère aussi que vous avez apprécié les photos de nos vieux chiens, pas du siècle dernier, si presque, parce qu'il y en avait de 1900, mais quelques-unes comme Tom, même encore avant. Alors voilà, pour clôturer ce chapitre exposition canine, je vais terminer sur une note d'humour pour vous faire sourire un peu, j'espère. J'étais avec Léon Détailleur à la Nationale d'élevage et on discutait de standards, de compétition, etc. Et Léon Détailleur me dit jadis, Jacques Pau, propriétaire de Cachat du Moucronnet, voulait faire des expositions pour savoir si son chien avait un type excellent, etc. Donc Cachat était un très beau chien, c'était un flap, il était puissant certes, mais c'était un très beau chien. Et Léon lui avait dit ça, et lui avait dit oui, ce que je viens de vous dire, Cachat est très beau, mais le problème c'est qu'il est très puissant, et en expo il faut tel type de chien, etc. Donc évidemment, Monsieur Pau a fait des expos, c'est ce qu'on lui a dit. Donc son chien était bien typé, mais un peu trop puissant, donc il a eu une bonne note, mais il n'a pas eu de titre
d'étalons sectionnés ou de choses comme ça. Donc on parlait de ça et il y a un monsieur qui passe à côté de nous et qui dit à Léon le détailleur, mais vous monsieur le détailleur, qu'est-ce que vous y connaissez en beau chien? Et Léon lui a répondu, certes je n'y connais pas grand chose en beau chien, mais en laid chien je m'y connais. Ça c'était rigolo. Merci beaucoup Jean-Mi pour ton exposé et cette bonne blague. Je pense que comme moi, vous allez repasser la vidéo plusieurs fois pour bien assimiler toutes les informations que Jean-Michel nous a dispensées tellement son discours était dense et riche. Ainsi s'achève cette 3e vidéo et je vous remercie de toute votre attention et des nombreux messages positifs que vous me témoignez. Je suis toujours autant touché et encouragé. Comme vous avez pu le constater, j'ai tourné cette vidéo dans un autre cadre. Et oui, c'est de mon lieu de vacances en famille à Saarbrück, en Allemagne, que j'ai pu trouver quelques minutes de temps calme et libre pour la réalisation du sujet. Rassurez-vous, cette vidéo n'est pas la dernière sur le dossier exclusif élevage de Malinois et suis déjà en cours sur la 4e. Je tiens encore une fois, et ce n'est jamais assez, à remercier mon sensei Jean-Michel Védrenne pour le partage de ses connaissances qu'il a la gentillesse de nous faire part. Et je vous invite encore une fois à le suivre sur ses réseaux sociaux. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications en vous abonnant à notre chaîne pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. On va repartir dès mon retour des vacances sur les chiots et l'élevage. D'ici là, on se retrouve dans les commentaires pour continuer notre échange. Prenez bien soin de vous et de votre chien et je vous dis à bientôt!